Bonjour à tous. Salut Gaspard. Je suis Pauline chez NeoBrain, accompagnée de Gaspard. Aujourd'hui, on va vous parler de l'onboarding au premier plan de carrière, comment engager vos collaborateurs dès le premier jour. Beau sujet. Donc, comment ça va se dérouler? On va vous parler des grands chiffres, un peu planter le décor, puis l'engagement dès l'onboarding, puis enfin tout au long du parcours, et enfin la partie mobilité, comment faire que vos collaborateurs se projettent et surtout les rendre acteurs de leur carrière. Gaspard, je te laisse te présenter peut-être? Eh ben, enchanté, ravi d'être présent ce matin pour évoquer ces sujets. Et donc, pour ma part, je suis directeur commercial de Workello et ravi d'être là aujourd'hui. Très bien. Et donc moi, je suis Pauline Murat, responsable marketing chez NeoBrain. NeoBrain, c'est une suite de talent management qui est centrée sur la donnée compétences et permet donc au RH d'avoir cette vue 360 des compétences pour piloter derrière mobilité, gestion de talent et faire face aux transformations. Donc on s'associe à Workello aujourd'hui, spécialiste de l'onboarding. Gaspard, je vais te laisser la main et planter un peu le décor avec quelques chiffres. Oui, bah, j'aimerais commencer justement par quelques chiffres qui m'ont semblé impactants à rappeler aujourd'hui. Le premier, bah, il est simple, c'est qu'on a 97% des salariés qui jugent aujourd'hui qu'une bonne intégration est importante, voire très importante. Donc, vous voyez que les attentes des recrues sur ce sujet de l'onboarding sont de plus en plus importantes. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a aujourd'hui un tiers des salariés qui ont déjà quitté un poste de leur volonté avant la fin de la période d'essai. C'est Tout ça beaucoup. parce qu'ils ont jugé, voilà, que l'accompagnement était insuffisant, donc c'est énorme. Et donc, bah, du coup, ça veut bien dire qu'un mauvais onboarding, derrière, ça a des vraies répercussions. Et on sait même qu'une recrue sur 5 songe à quitter son poste dès le premier jour, c'est dire. C'est énorme. En effet, c'est dommage de passer autant de temps à faire le recrutement pour un Voilà, départ avec aussi rapide. les coûts qui sont engagés derrière, c'est dommage de ne pas capitaliser dessus. Ouais, Et et bah, justement, vu qu'on parle de coûts, un oui. onboarding raté, bah, en fait, aujourd'hui, en moyenne, ça coûte 7 000 €. Et à l'inverse, bah, on sait qu'un bon processus d'onboarding augmente la rétention de l'ordre de 80. Donc, il y a un vrai sujet, justement à capitaliser sur, bah, tout ce qui a été fait pendant le recrutement et qui peut donner envie à la recrue de rejoindre votre entreprise. Et derrière, comment on fait pour que, bah, cette promesse-là s'exécute, dans les faits et que, bah, les salariés soient, satisfaits, en arrivant? Absolument. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire dans le chat, est-ce que de votre côté, vous avez déjà eu cette expérience de nouvelles recrues qui partent dans les premières semaines ou premiers mois? Ça peut nous intéresser et vous aurez peut-être des anecdotes ou des questions spécifiques à nous partager. Et enfin, dernier chiffre, c'est-à-dire que 34 des salariés qui envisagent de quitter une entreprise, et donc ça, en période d'onboarding ou non, le font par manque d'évolution et d'opportunités en interne. Donc sachez que parmi ces 34, vous en recrutez probablement derrière. Donc l'objectif, c'est de ne pas reproduire à nouveau cette même situation et faire que les personnes que vous recrutez puissent se projeter et envie de rester. Parce qu'au-delà d'un levier de fidélisation, finalement, la mobilité, c'est un, ça permet de se projeter, de se dire, je vais faire un parcours long terme dans cette entreprise, j'ai envie de m'investir et je m'investis dès le début. Mais il y a également un vrai levier financier. C'est un coût, finalement. Un recrutement externe coûte 20 à 50% plus cher qu'un recrutement En interne. en interne, bien sûr. Hop. Donc, on va passer à la suite et notamment sur la partie engagement. Bah, oui, Engagement bah, dès l'onboarding. c'est ça, exactement. Et je dirais même dès le pré-boarding. Qu'est-ce que c'est le pré-boarding? C'est vraiment toute la période qui court le moment où la personne accepte de rejoindre une entreprise et le jour de son arrivée. Et en fait, bah, tout va se jouer finalement, durant cette, 1re période qui est vraiment, bah, critique. Aujourd'hui, on a près de la moitié des recrues qui se sentent stressés la veille du premier jour. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais moi, en tout cas, quand j'ai commencé, la veille de mon premier jour, j'étais un peu stressé. Et en fait, entre les signatures et l'arrivée, bah, il y a souvent un espèce de trou noir où en fait, on n'a pas trop de contact avec notre future entreprise, et où pourtant c'est clé justement de capitaliser sur ce moment et de créer déjà la relation. Et donc, bah, ce qui peut intervenir du coup si,
il y a pas la confiance qui se crée comme ça, c'est potentiellement des no-shows. On sait que certaines personnes vont continuer Mmh. potentiellement à passer des entretiens, vont continuer à être, potentiellement courtisées aussi, approchées par d'autres entreprises et donc finalement, il peut y avoir des personnes qui ne viennent pas, le jour J et donc derrière, Dommage. On c'est voilà, repart à zéro. un peu dommage, on recommence et on a, aujourd'hui 8 recrues sur 10 qui veulent de la visibilité sur le programme de leur première semaine, qui veulent en savoir plus sur leur future équipe et qui en fait, ont envie d'être, déjà un petit peu mises dans le bain, pour, savoir ce qui les attend concrètement. Et donc, ça crée des sujets aussi, logistiques. Il y a rien de plus frustrant que d'arriver et soit on n'a pas de PC, soit on n'a pas de badge, soit on n'a pas accès au CRM alors que, c'est notre outil du quotidien et donc, le fait d'avoir effectivement, recours à un outil digital, ça peut permettre d'automatiser ces rappels et de coordonner finalement les différentes, personnes, qui doivent, gérer tous ces accès pour que, le manager soit 100 disponible le jour J. Ouais, il y a Hem plein d'automatisations aujourd'hui qui sont possibles pour que justement ça soit mis en place et assez carré, que vous n'ayez pas une charge mentale, trop importante. Voilà, c'est ça et c'est vrai que nous, on a un client, par exemple, Phoenix Pharma, qui disait que, le turnover durant les premiers mois avait été réduit d'environ 70 grâce à la mise en place de parcours vraiment standardisés, qui font que justement, on n'oublie pas une étape, et que donc il y a pas de mauvaises surprises, en fait, qui arrivent, sur les premiers jours du collaborateur et sur, vraiment sa prise de poste et donc je voulais vous donner, quelques astuces, avec Pauline pour, un vrai effet waouh, sur ces sujets. Le premier, c'est d'humaniser par le digital. En fait, concrètement, c'est tout simple. C'est déjà ne serait-ce qu'envoyer une vidéo de bienvenue du manager, ou du dirigeant, ainsi qu'un livret d'accueil digitalisé. Ça, c'est des choses qu'on peut transmettre finalement dès cette partie de pré-boarding, avant même que la personne ait rejoint l'entreprise, mais ça permet justement, de donner les codes, comment on va s'habiller, le premier jour, qui va m'attendre à l'accueil, dans quelle partie, des bureaux, je vais être affecté, quelle est la culture, de l'équipe, quels sont les rituels, les horaires et cetera. Donc ça, voilà, c'est des petites choses qui mettent dans le bain. Je sais pas Oui, si et je pense que c'est d'autant plus important, surtout quand, aujourd'hui donc on est beaucoup dans l'hybride, mais il y a certaines mmh, entreprises qui sont 100% remote. Humaniser d'autant plus quand on est en 100% remote et de potentiellement organiser un petit, call avec, le reste de l'équipe ou autre, à distance, mais préciser: voilà, tu auras ton laptop, nous on va te suivre, on va t'appeler, pour faire se dérouler, à distance, également, parce qu'on oublie qu'il y a les il y a les différentes, situations et dans le cas de l'hybride, notamment, aussi bien préparer les équipes de l'entreprise et ne pas oublier de les prévenir. Au fait, vous avez telle personne dans votre équipe qui commence bien sûr. lundi, qui sera au bureau. Je pense qu'il y a rien de pire que de débarquer en tant que nouveau et de réaliser que soit son manager, Mmh. est absent parce qu'il est en vacances, ou autre et qu'il y a personne de l'équipe, qui est présent pour l'accueillir et vraiment, faire cet onboarding. Donc avoir ces automatisations avec un petit message Slack, une invitation, dans l'agenda aussi pour les équipes en précisant bien, voilà, on accueille le nouvel arrivant, il est dans votre équipe, on organise un petit déj ou un déjeuner, aussi. C'est ça et pour autant, on sait que ça peut mettre beaucoup de temps aussi, en traitement, de créer toutes ces invitations à Outlook, notamment pour, l'équipe RH, d'envoyer les mails aux différentes personnes qui vont devoir être concernées par les premiers jours et cetera. Donc, c'est des choses qu'on peut venir automatiser, pour, faire gagner du temps et se concentrer uniquement sur, l'humain et la création de liens avec notre nouvelle recrue. Absolument. Pour continuer justement là-dessus, moi je voulais justement vous parler un petit peu de l'onboarding. Donc, à partir du moment où la personne a rejoint effectivement l'entreprise, l'onboarding en moyenne, ce qu'on voit, c'est qu'il dure, 9 mois, et qui nécessite, différents rituels. Donc il y a différentes, parties prenantes finalement qui vont, entrer, dans la danse. Le premier, c'est le manager, hyper important évidemment. Il a un rôle rassurant, un rôle sécurisant, un rôle de modèle. C'est lui finalement qui va être le 1er point de contact, avec la personne de son équipe. C'est lui a priori, qui l'a recruté, donc qui, aussi a fait potentiellement que cette personne rejoigne l'entreprise. Donc c'est évidemment hyper important que cette personne soit impliquée pour transmettre les savoir-faire et les savoir-être nécessaires à la prise de poste. Hem et donc, c'est, la personne qui va être la plus impliquée au quotidien pour faire en sorte que, l'onboarding se passe bien. Ensuite, on a d'autres rôles. On a le parrain, certaines entreprises appellent ça le buddy. En tout cas, c'est une personne qui est indispensable, en fait, pour l'intégration à l'entreprise de manière générale, et de façon plus informelle. Ça permet à la recrue de poser des questions qu'elle n'oserait pas forcément poser, à son supérieur hiérarchique, directement et ça permet de,
connaître aussi d'autres aspects de l'entreprise. C'est souvent une personne qui ne travaille pas dans la même équipe, donc d'avoir une vision un peu plus 360 de comment sont structurées les choses en interne, pour, réussir finalement à la fois sa prise de poste et à identifier les bonnes parties prenantes dans la nouvelle entreprise que, la recrue a rejoint. Ouais, je pense qu'il y a souvent cette question de à qui je pose telle ou telle question. Le Ouais. manager, on est plutôt sur la partie poste, organisation de l'équipe, Mmh. et ou question RH peut-être, et le buddy, on est plus sur l'organisation en général de l'entreprise, les différents outils ou les politiques, le CSE, des choses de ce type-là, peut-être plus simple que tu n'oses pas forcément poser non plus Ouais. à ton manager parfois. Complètement, et ce qu'on voit aussi qui est important, en fait, durant cette période d'onboarding, c'est, de laisser place au feedback. En fait, on a une personne qui rejoint fraîchement l'entreprise, qui a un œil, nouveau, donc qui a probablement plein de choses à dire, et qui sont, importantes et sur lesquelles on doit capitaliser pour venir aussi améliorer nos processus existants, et donc on recommande toujours de soumettre un rapport d'étonnement, et finalement de ne pas attendre 6 mois ou de ne pas attendre la fin de la période d'essai, pour solliciter du feedback. Et ce qui arrive parfois, c'est que d'un coup, il y a plein de choses qui sortent du chapeau, on a des surprises et on est étonné finalement que ces choses-là ne soient pas sorties avant. Donc ma recommandation, c'est de demander du feedback, dès la première semaine, déjà pour savoir évidemment comment les premiers jours sont déroulés et si la personne est satisfaite de, son entrée dans l'entreprise, mais également à 1 mois via, justement des rapports d'étonnement, qui vont venir, poser des questions et qui vont venir récolter, l'opinion du collaborateur sur, différents, fonctionnements de l'équipe, et donc ça permet de valoriser aussi cette nouvelle recrue, et de valoriser son avis, et comme je disais, d'améliorer, l'existant. Ouais. Et le 2e conseil que j'aurais, c'est, de cadencer l'information. Le but, c'est pas de surcharger la personne avec, un torrent d'informations. On a tous, vécu un onboarding où en fait on nous envoie tous les accès à tous les outils. Il y a plein de bases de données, il y a plein de présentations à lire dans tous les sens. On ne sait pas par où commencer et on se dit: «Comment je vais faire pour finir ma journée?» Donc surtout, voilà, on veut éviter ça, et donc en fait, concrètement, en moyenne, ce qu'on dit, c'est qu'il faut 6 à 8 mois pour qu'une personne soit pleinement opérationnelle dans son poste. Donc la recommandation, c'est de cadencer les contenus, de venir les envoyer progressivement, pour que, la personne ne se sente pas surchargée, sursollicitée, et que justement elle vienne vraiment, digérer en fait ces contenus de la bonne façon, plutôt que d'avoir une personne qui est stressée parce qu'elle ne sait pas par où commencer. Ouais. Donc avec un ordre logique, c'est toujours plus intéressant pour eux. Ouais, et je pense lié à ça, il y a un peu ce côté de clarifier les attentes et les objectifs. Et donc, quand on cadence, c'est vrai qu'on dit, la première semaine, voilà sur quoi tu travailles. La deuxième semaine, voilà sur quoi tu travailles. Et il y a ce truc très clair de, on attend de toi, je sais pas, pour un commercial, au bout d'1 mois, tu dois maîtriser Ouais, l'elevator pitch de l'entreprise. Au bout de 2 mois, tu commences à faire des calls. Au bout de 3 mois, c'est ça. Et pareil pour tous les postes. Ça permet vraiment de rassurer aussi la nouvelle recrue quand on est submergé par toutes ces informations, de se dire, mais bon, là, il y a beaucoup de choses, ça, j'ai l'impression de ne pas le maîtriser. Est-ce que c'est normal ou pas de ne pas le maîtriser? Et donc, au moins, on est assez transparent sur, tu sais où tu en es dans ton avancement, et tu sais si tu maîtrises ou non, ou si tu as de l'avance sur certains points et certaines lacunes. Un autre point qui est pas mal, c'est vraiment, ouais, donc cette to-do avec les différentes formations, mais aussi avoir un document avec, dans cette to-do, quels sont les stakeholders ou les personnes avec qui tu vas collaborer par la suite, dans quelles équipes, et donc d'inciter la personne à prendre rendez-vous avec telle personne pour juste se présenter, comprendre le fonctionnement. Et ça permet de déjà comprendre l'organisation de l'entreprise. Généralement, il y a quand même des présentations de chaque département, mais c'est un petit peu différent. Là, on fait vraiment un truc un peu plus personnalisé. Tu vas travailler main dans la main avec cette personne, ou telle équipe va interagir avec toi. C'est important aussi de poser les bases et comprendre un peu mieux le fonctionnement et comment vous pouvez vous mettre en place également. Quelque chose que j'ai eu dans une boîte précédente que je trouvais très très bien, ouais, c'est le comment travailler avec moi. Donc ça, c'est un doc que tous les collaborateurs font, aussi bien manager que opérationnel, que IC. Et donc, à ton arrivée dans une entreprise, on te demande de le créer également, de dire, moi, mon mode de fonctionnement, c'est ça, je préfère les réunions le matin, l'après-midi, je suis très productif, je suis quelqu'un de très analytique, il faut plutôt me parler chiffres, ou au contraire, bon, j'ai une tendance à beaucoup
tourner autour du pot. Mais bon, c'est vraiment ce jeu de la transparence, de ce qui fonctionne le mieux. Et il y a un double effet à ce niveau-là. C'est la nouvelle recrue peut lire les documents de son équipe et surtout de son manager et assimiler assez rapidement comment ces personnes-là fonctionnent et essayer de s'adapter. Et on gagne quand même beaucoup de temps. Déjà que quand on arrive, on l'a dit, il y a énormément d'informations, on est un peu perdu. Il faut aussi aller comprendre les modes de fonctionnement des uns des autres. Là, on peut gagner quand même quelques semaines C'est vrai. et pas mal prendre quelque chose si quelqu'un a été très direct, se dire, OK, en fait, c'est leur mode de fonctionnement, c'est pas contre moi. On est souvent dans une période un petit peu fragile à ce moment-là. C'est pas mal. Et à l'inverse, pour le manager, c'est aussi de comprendre comment fonctionne sa nouvelle recrue et pouvoir adapter un petit peu, savoir où est-ce qu'il faut qu'ils mettent l'accent. Si on pousse le truc un petit peu plus loin, je pense qu'on peut y intégrer moi, je suis très fort sur ça. Je sais d'avance que ça, c'est un petit peu mes lacunes et anticiper un peu ce côté, voilà, là où il y a des fortes compétences, voilà où là, il y a peut-être Mmh. des écarts à retravailler. Et on arrive, ça ouvre un petit peu ma porte sur le prisme des compétences, savoir qu'est-ce qui motive déjà cette nouvelle recrue, quels sont les écarts et montrer derrière le manager, ça va l'aider à l'accompagner dans son développement et surtout voir aussi, est-ce qu'on ne peut pas lui proposer par la suite, on ne parle pas forcément du premier mois, hein, bien sûr, mais des projets, des projets transverses. Et donc ça nous fait la transition sur la mobilité, hein. La mobilité interne, de comment on lie finalement un plan de carrière à l'intégration. On l'a dit, et souvent des gens qui partent très rapidement pour X raisons. L'onboarding s'est pas bien passé, elles ont eu une meilleure offre ailleurs ou elles sentent qu'il n'y a pas de projection possible dans l'entreprise. Donc c'est un vrai levier d'engagement des collaborateurs et vrai levier sur le long terme. Donc, il ne s'agit pas de faire une mobilité au bout de 9 mois, hein, on l'a dit, 9 mois, on commence à prendre en main vraiment son poste, mais de permettre cette projection, Néanmoins, montrer. ouais. Tu disais 9 mois, ça m'interpelle parce que j'ai déjà eu des personnes dans mon équipe qui, effectivement m'ont fait part de leur souhait de changer de poste au bout de 6 mois. Donc ça arrive de plus en plus tôt, si on se dit les choses. Ouais, Donc c'est vrai ouais. que les attentes évoluent et donc c'est Mmh. important qu'on anticipe aussi et que, côté management, on soit capable d'anticiper ça. Ouais. C'est la meilleure façon pour que, finalement, surtout quand on a des talents, on les laisse pas finalement filer ailleurs parce qu'on n'a pas su finalement s'adapter à leur timing Ouais. et leur proposer quelque chose qui leur convienne au bon moment pour que ces personnes-là restent dans l'entreprise. Ouais, donc avoir vraiment cet échange de transparence, voilà où je me projette et peut-être, voir quelles sont les solutions possibles et en effet, quand on parle de mobilité, il y a pas que cette mobilité, verticale. En fait, il y a plein d'autres options et donc peut-être montrer au niveau de l'entreprise, toutes les options qui sont possibles. De un, il y a déjà eu des mobilités, avoir des vidéos des collaborateurs, qui l'ont déjà fait, pouvoir les envoyer, avoir une page carrière et pouvoir, les envoyer. Montrer qu'il y a des exemples, que ça existe et que c'est quelque chose qu'on met, vraiment dans lequel on investit. On investit dans nos talents et dans nos collaborateurs. Avoir des règles claires, non biaisées et pas uniquement il a été premier parce qu'il est très copain avec Gérard. C'est pas forcément ce qui donne les plus envie par la suite. Les collaborateurs ont beaucoup de mal à se projeter quand on Bien sait que sûr. les règles sont biaisées. Et ce que je disais, c'est des options diverses. Donc, il n'y a pas que la montée manager-directeur. Il y a ce qu'on appelle la mobilité horizontale. On change de fonction à un niveau équivalent. Peut-être qu'on va sur un autre pays, une autre équipe. La mobilité vraiment géographique et fonctionnelle. Vraiment changer de métier au même niveau dans une entreprise. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans le passé typiquement. Mais il y a également d'autres trajectoires qui vont permettre en fait ce développement et cette soif de toucher à tout avec des choses et des programmes mis en place type mentorat, programme de leadership. Où là, c'est se dire, on mise sur toi par la suite. On fait pas forcément une Mmh. montée managériale tout de suite, mais par contre, Des formations on, aussi. on investit dans ton développement et on peut te proposer ce programme de mentorat, de développement, de leadership. Donc, la personne se prépare potentiellement à évoluer et ça me motive. Mmh. Ça se montre Bien que, sûr. OK, on te voit long terme chez nous et on espère que c'est le cas aussi. Et enfin, les missions ponctuelles. Vraiment des projets transverses avec d'autres équipes, soit à 100%
pour une période de 6 mois potentiellement. Et donc là, on découvre vraiment un autre service, un autre environnement, une nouvelle équipe et on acquiert de nouvelles compétences. Mais également, pourquoi pas, du 20% du temps. Et typiquement, Google, ils le font beaucoup, ces projets 20% de ton temps dans une autre équipe. Moi, c'est ce que j'avais fait qui m'avait permis de passer de sales à marketing. Justement, ils avaient ouvert un programme, choisis l'équipe que tu veux et tu peux aller faire ce qu'on appelle un stage dans cette équipe. Ce qu'on appelle aussi les rotations de poste ou le volontariat sur les compétences. Donc là, on va permettre de découvrir d'autres métiers, des équipes, des nouveaux environnements et surtout enrichir le quotidien. Et je rebondis parce que tu parlais de la nécessité d'avoir des règles claires pour savoir, comment, Comment on fait? avoir cette mobilité et comment on Ouais, fait, en fait, dans une entreprise. Et je pense que c'est important de clarifier justement les règles, comme beaucoup d'autres règles dès l'onboarding parce que, c'est des sujets que certaines personnes vont se poser. Certaines personnes vont, réfléchir à ces sujets finalement, dès leur arrivée. Non pas qu'elles n'aient évidemment pas envie, de, monter en compétence sur leur poste actuel, mais parce que, elles veulent potentiellement s'inscrire dans un projet de long terme, et que, du coup, ça permet de montrer qu'on a déjà une structure qui est au fait de ces sujets-là et qui, du coup, a préparé, des choses pour montrer, finalement, quel est l'horizon de temps, pour, on les différents types de mobilité qui sont possibles, et ça permet justement, d'éviter, de faire des erreurs de timing parce qu'on n'a pas anticipé et parce qu'en fait, on n'a jamais provoqué la discussion. Ça arrive ouais. aussi. Ouais, avoir cette discussion, avoir les choses posées à plat et laisser la place aussi aux collaborateurs de s'exprimer. C'est pas toujours simple, hein. Je pense qu'il Mmh. y a un peu ce côté de: «Bon, j'arrive dans une boîte, je vais peut-être faire un peu profil Ouais. bas, avant de dire, oui, je veux monter manager» et à contrario, je me suis dit, il y en a, c'est complètement le contraire, hein. Mais pouvoir s'adapter justement à ces différents profils, c'est un peu le rôle du manager, mais donner cet espace pour que, chacun puisse, s'exprimer et montrer que, si c'est pas tout de suite comme tu veux, on a des alternatives et on essaye quand même, de travailler, en ce sens. Donc ouais, comment on y arrive? On l'a dit, on fixe des règles claires, sans biais et là, c'est vraiment, le prisme des compétences qui permet, de partir sur des bases, vraiment, claires de: «Tu as acquis ces compétences, pour telle ou telle mission ou tel poste, voilà ce qu'il faut, voilà où est l'écart, on travaille un plan de développement, vers ça» ou alors à contrario, justement, tu coches les cases, banco quoi, allons-y. Et comment on arrive à ce niveau-là? C'est à partir des fiches de poste, quelles sont les compétences nécessaires, qui sont, primordiales pour réaliser, ce métier ou ce poste-là, mais pareil aussi sur les projets. C'est ça qui est intéressant sur la partie transverse et donc l'idée, c'est derrière de faire les bons matchings et donc que le collaborateur, lui aussi, ait sa fiche avec, ses expériences passées, quelles sont les compétences qu'il a acquis, quel est son niveau, quelles sont celles sur lesquelles il y a peut-être un petit peu de travail, à faire. Donc ça donne quand même la transparence au niveau manager de voir où la personne, se situe et donc c'est quelque chose que le collaborateur fait, mais le manager repasse aussi derrière, va donner, son avis et quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est aussi les motivations. Donc pour chaque compétence, lesquelles j'ai vraiment envie de développer et lesquelles, ne m'intéressent pas parce qu'on va pas proposer les mêmes choses, peut-être que quelqu'un coche toutes les cases, mais sur un poste qui ne l'intéresse absolument pas et ce serait dommage de lui faire cette proposition qui C'est sont vrai et puis pas parfois on a des collaborateurs qui sont très forts sur certains sujets, mais ils ont pas envie de les c'est ce développer qu'ils plus. aiment. Voilà, voilà, exactement. Mmh. Donc ouais, prendre en compte, les 2 pour pouvoir faire, les bonnes propositions et donc je pense faire ce travail d'identifier assez tôt ses motivations, c'est important et aujourd'hui, chez moi, il y a eu une réforme de l'entretien professionnel qui est devenu le bébé de l'entretien de parcours, professionnel, qui justement impose un entretien dans l'année qui suit le recrutement et cet entretien, il a pour but justement de créer des parcours, enfin d'inciter cette vision et cette projection au sein de l'entreprise puisque, dans cet entretien, on analyse les parcours, on regarde les compétences, et les perspectives, les besoins en formation et surtout, on évoque les évolutions et les trajectoires, professionnelles. Donc c'est le moment parfait pour le faire et à avoir, en tête bien sûr et essayer de poser, ça à plat, d'avoir ce profil, de compétences adapté, derrière. Si on veut pousser vraiment le truc, mobilité, une fois qu'on a, OK, ses règles claires, et son matching, les propositions, c'est, on a les offres dispo et on permet ce matching par rapport aux compétences et aux motivations
Et derrière, on va pouvoir recommander des offres, des projets en fonction des compétences. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rendre les recrues visibles et leur montrer, bah, vous avez des options et vous avez aussi des options auxquelles vous n'avez probablement jamais pensé. Et ça, c'est intéressant de leur montrer bah, toutes les trajectoires qui sont possibles. Nous, chez NoBrain, on a ce qu'on appelle la galaxie des métiers. On aime bien faire un peu rêver, mais clairement, vous avez l'entièreté des métiers sur une fiche et vous cliquez et derrière, ça va vous montrer toutes les trajectoires qui sont possibles, que vous soyez très loin ou pas loin, avec bah, quel est le parcours pour y arriver. C'est telle formation et potentiellement tel métier intermédiaire. Et c'est vraiment d'ouvrir ce champ des possibles pour Ouais, je suis d'accord. Surtout sur nous. la mobilité horizontale, je trouve qu'on n'a pas toujours les idées et en fait, Non, souvent les questions des collaborateurs, ça va être, bah, qu'est-ce qui a déjà été fait par le passé? Parce qu'ils savent ouais, pas forcément où aller et quelle est leur prochaine étape, et le fait de pouvoir centraliser ça, et d'être acteur dans la recommandation, c'est aussi intéressant parce que, bah, ça vient montrer que c'est pas parce que quelque chose n'a pas été fait, si les que compétences c'est sont pas là possible. et qu'il y a de l'envie et qu'il y a un accompagnement, bah, en fait, on peut avoir des personnes qui vont prendre un poste qui est très différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, et donc bah, ça permet de garder ces personnes plus longtemps dans Ouais, l'entreprise. et on se rend pas toujours compte qu'on a des compétences qui sont 100 transférables ailleurs. Et donc ça ouvre cette possibilité. Donc on investit sur les talents en interne, on les aide au développement, on leur montre qu'il y a plein d'options possibles et donc ils peuvent se projeter. Donc, nous, on a l'exemple de BPCE et groupe Natixis, justement, qui ont beaucoup travaillé sur leur programme de mobilité et qui ont fait ce travail d'aligner les offres internes et les besoins stratégiques avec bah, les motivations et les compétences des talents. Mais c'était vraiment cette question de proposer des postes en fonction de tes motivations et de ce que tu Mmh. as. Et ça leur a permis aujourd'hui, ils ont 60% de leurs postes qui sont pourvus en interne. Gros changement à ce niveau-là. Un gros chiffre, ouais. OK, bah, hyper intéressant. Je pense que une fois que, bah, la mobilité est actée et qu'on a une personne qui va évoluer en interne, bah, il y a plein de choses à faire. On a parfois tendance à penser que, bah, ces personnes-là, elles sont déjà dans l'entreprise, qu'elles connaissent tous les fonctionnements. C'est faux. En fait, changer de poste, c'est une nouvelle prise de risque, certes en Mmh. interne, mais du coup, il y a un vrai besoin de créer, un accompagnement dédié sur, bah, cette nouvelle prise de poste pour répondre aux différents types de mobilité que tu évoquais juste avant. Donc par exemple, chez Workello, nous on propose des parcours clés en main, pour répondre à ces différents types de mobilité. Bah, le 1er, ça va être un parcours qui va être plus centré sur des mobilités verticales. Donc comment on fait pour devenir manager? Comment on fait pour devenir leader? Comment on fait pour embarquer des équipes? Et donc pour aider une personne qui est peut-être contributeur individuel à, arriver sur de nouvelles responsabilités, managériales, avec, bah, tous les besoins que ça peut créer. Et on sait que, bah, cette période, elle est en général pas facile non plus, donc il faut vraiment arriver à, voilà, accompagner cette personne-là de la meilleure façon. De la même façon on a parfois des personnes qui ont fait plusieurs contrats courts dans une entreprise et qui finissent par la rejoindre en CDI. Bah, là, pareil, il y a pas mal de sujets administratifs, qui vont se poser et donc on peut avoir, bah, un parcours avec, différentes parties prenantes, qui va être centré sur, bah, la gestion de ces éléments administratifs pour automatiser et fluidifier au maximum ces processus-là. Et le dernier auquel je pense, c'est un parcours de mobilité géographique. Là, bah, dans des entreprises qui sont multisites, on peut avoir des personnes qui vont, se relocaliser, parfois, dans une autre ville, parfois même dans un autre pays. Et donc, bah, il faut à la fois assurer dans tous les cas une passation, sur, bah, les savoir-faire, du poste précédent, mais également, faire en sorte que cette transition se passe bien, et parfois, en fait, le fait de changer de pays, c'est pas anecdotique parce qu'on peut penser qu'on est dans la même entreprise, que tout fonctionne pareil, et j'ai des exemples en tête où ne serait-ce que passer, de la France, de la Belgique à la France dans un même groupe, on se dit: «Finalement, il y a pas grand-chose qui change, on va aussi parler français». Bah, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mes interlocuteurs RH, finalement, ce ne sont pas les mêmes. La structure de l'équipe RH, en fait, elle n'est pas pareille. Donc, j'ai pas finalement les mêmes interlocuteurs que j'avais avant. Mes avantages salariés, ce sont différents. Le calcul de mon package, c'est complètement différent. Donc, il y a plein de choses, en fait, où il faut accompagner le collaborateur pour que ça se passe bien. Voilà. Ouais, et derrière, il y a toute la question de culture et de certains. Typiquement, nous, on a le cas d'un client aussi, ils ont fait l'acquisition d'une nouvelle boîte à l'étranger et ils disent, bah, en fait, le mot manager chez l'un et chez l'autre, ça Bien n'avait sûr. rien à voir. Ouais. Et donc, c'est comment on revient un petit peu à ces standards pour voir où se situe tout le monde et comment on se réintègre et pour que tout le monde parle le même langage derrière. Exactement.
Exactement et en fait, il y a un autre sujet aussi, c'est que, cette personne qui va changer de poste, elle va arriver dans une nouvelle équipe, elle ne connaît pas forcément très bien, les personnes, avec lesquelles elle va interagir. Si elle prend la tête même d'une nouvelle équipe, elle était peut-être pas forcément désirée, peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui auraient voulu ce poste-là et cetera. Donc parfois, on peut avoir le sentiment aussi que cette personne-là, elle est imposée, et donc il faut aussi créer un parcours. On va venir engager les différentes personnes de l'équipe, justement, sur différents sujets pour, briser la glace, pour faire en sorte que, il y ait pas uniquement des partages de savoir-faire, mais également, voilà, une relation qui se crée, et pour, éviter aussi un sentiment de solitude qui peut être, légitime pour une personne, du coup, qui change complètement d'environnement, tout en restant finalement dans le même groupe. Donc voilà et nous, effectivement, on a accompagné le groupe Inhérent sur ce sujet et qui nous disait que, sur cette partie mobilité interne, l'idée pour eux, c'était d'accompagner les collaborateurs à la fois sur la montée en compétences, mais également sur l'accueil dans leur nouvelle équipe à la fois les process et les outils qui peuvent être différents pour que cette personne soit pleinement, Ouais. opérationnelle. Et je rebondis juste sur un point où tu disais, la personne elle est peut-être pas, elle est peut-être imposée, sur ce nouveau poste. Si on revient justement aux règles claires que vous avez posées et sans biais, ça efface un petit peu, cet aspect-là où, c'est clair parce qu'elle avait, telle, compétence, il y avait un Exact. matching parfait, plus, des motivations versus, une autre personne qui avait peut-être un écart, plus important, quoi. Exactement. D'où l'importance de les préciser le plus tôt possible et pour objectiver aussi les décisions qui sont prises. Ouais. On va revenir, très rapidement sur la partie conclusion. On avait, un petit récap avec les bonnes pratiques, sur la partie, onboarding, pré-boarding, onboarding et ensuite un peu sur, la partie mobilité. Donc, vraiment, communiquer au maximum, dès le début, accompagné par les managers. Je sais pas si tu voulais compléter? Ouais, pareil, comme on disait, avoir, un buddy, donc un parrain, faire en sorte de recueillir du feedback et de, donner la parole à la personne Ouais. qui rejoint votre entreprise, et également, pouvoir, sécuriser les passations dans le cas où on a heu, des mobilités en interne, pour, que à la fois le départ du précédent poste et la prise de poste se passe au mieux. Ouais et sur la partie, mobilité, c'est vraiment, ouais, de montrer qu'il y a un champ des possibles, qui est là, qu'il y a des règles très claires et transparentes, donc en identifiant les compétences et derrière, de rendre, ces offres, internes visibles, rendre les talents visibles pour qu'il y ait un matching qui se fasse de manière cohérente et surtout, permettre aux collaborateurs de se projeter long terme chez vous, de voir qu'il y a 1000 et une, options et qu'il n'est pas cantonné à juste, une mobilité potentielle, vers le haut ou en horizontal, mais il y a potentiellement des parcours de développement, de leadership, de formation ou même, juste des projets, transverses et des missions, ponctuelles. OK, on va passer aux questions. N'hésitez pas, là, on en a quelques-unes, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres. On a 10-15 minutes, Ouais. pour y répondre. Je vais prendre la question de Florence. Vos conseils ne s'appliquent-ils à l'intégration d'un cadre manager, voire un cadre dirigeant? Question, je J'ai te envie de laisse. dire complètement, complètement bien sûr, il y a pas de distinction et justement tout l'intérêt c'est, finalement qu'on va automatiser beaucoup de choses qui vont concerner potentiellement tous les collaborateurs, quels qu'ils soient dans l'entreprise et ensuite on va pouvoir avoir, justement des parcours d'intégration dédiés pour des personnes qui sont cadres dirigeants, pour des personnes qui sont au comité de direction, qui vont avoir des responsabilités différentes et qui donc par défaut, doivent avoir la connaissance de certains sujets tels que, par exemple, le business plan de l'entreprise, des sujets financiers également, et donc il faut justement pouvoir créer un parcours d'intégration qui soit adapté, à tout type de population et c'est des personnes qui ont en plus, comme on le disait, sont souvent très sollicitées et donc on a tout intérêt à faire en sorte que leur intégration dans l'entreprise se passe au mieux. Et une question de Louane. Avez-vous des conseils pour permettre aux candidats de se projeter dans le contexte réel du travail, d'avoir par exemple un aperçu de l'ambiance au bureau et voir si ça va matcher? Les fiches de poste actuelles sont trop imprécises et ne permettent pas assez. Ouais. Moi, je pense que ça se joue aussi dès les entretiens. Alors, c'est un peu pénible hein, d'avoir des process à rallonge. Hein. Je vois un peu les doubles facettes, mais c'est vrai que quand on arrive à rencontrer plusieurs personnes de l'équipe au préalable et de manière un peu informelle, déjà, ça donne un premier aperçu. Alors, c'est
pas des conditions 100 optimales, parce qu'il y a toujours un peu le stress de l'entretien, hein, on n'est pas encore pris en tant que candidat, mais on voit un petit peu les interactions avec, les personnes. C'est déjà un 1er, point, et je pense que derrière la partie employer branding aussi, hein, juste, d'avoir, des vidéos typiquement sur, Ouais, Welcome to the Jungle le propose beaucoup à ses clients, et de voir si, il y a différentes choses, complètement. publiées sur les réseaux sociaux et aussi au niveau de l'entreprise, des événements, soirées, ateliers, run, et autres, hein. Exactement, ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hyper important de rencontrer son équipe. On sait qu'on peut avoir des process aujourd'hui de recrutement qui sont 100 virtuels. Je recommande vivement d'avoir un moment où vous allez dans les bureaux pour vous projeter, évidemment sur, bah, l'ambiance et le Mmh. cadre de travail qui vous attend et voir si ça match finalement avec ce que vous attendez. Et puis ça permet effectivement de détecter beaucoup de choses comme les interactions entre les uns et les autres dans que ce soit, en sortant de salle de réunion, dans l'open space et cetera et de voir également, bah, la façon dont vous êtes accueillis et finalement ça, c'est aussi Ouais. un critère de choix, dans votre prochaine aventure. Et puis le deuxième conseil du coup que je donnerais, c'est, bah, potentiellement ne pas hésiter à, solliciter des personnes, qui sont passées par cette entreprise, notamment via LinkedIn par exemple, pour, bah, se renseigner finalement sur, bah, ces questions-là et c'est, quelle est l'ambiance au travail, comment ça se passe dans cette équipe, comment ont été les interactions avec cette équipe par le passé. Ce qui vous permet d'avoir cette vision un petit peu 360, via des personnes qui vont pu y passer un moment et qui donc pourront vous dire si, voilà, l'ambiance était au rendez-vous. Complètement. OK. Ben, je pense qu'on a fait bon. On est bon, on a fait le tour. Merci à tous, on est pile à l'heure. Super. Merci à tous en tout cas pour, l'écoute et bah, à disposition, et si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, à les soumettre, Vous pouvez nous contacter aussi sur, LinkedIn ou par email, si vous souhaitez par la avec suite. plaisir. Merci, bonne journée. À bientôt, bonne journée.